Votre sélection débutera après cette publicité. Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. 3, 2, 1... Bonjour et bienvenue à cette émission Pénélope McQuaid avec vous. Si vous avez des questions pour notre trio santé, on vous invite à le faire toutes les semaines. Ils viennent s'installer pendant... Ce trio vient s'installer pendant 1 heure avec nous et on est toujours rempli de reconnaissance qu'ils prennent le temps de le faire. La docteure Chantal Vallée, donc aujourd'hui, va nous parler de... qu'est-ce que nos ongles disent de notre santé? Hein? Je suis sûre que je suis pas la seule à dire. C'est un peu jaune, c'est un peu craqué, c'est un peu blanc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout sur ce qu'on peut dire sur la santé à travers nos ongles. Il y a Sonia Lupien qui va nous parler d'un phénomène qui s'appelle la satiété sémantique. C'est-à-dire quand, soudainement, un mot avec lequel on est très familier perd de sa signification. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Je suis pas sûre de comprendre tout à fait, mais avec Sonia, c'est toujours captivant. Et fibromyalgie avec Denis Fortier. On dirait qu'on peut jamais assez parler de ce sujet-là parce qu'il y a tant à dire. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets, pénélope@radiocanada.ca. On va aussi parler avec celui qui quitte le festival Transamérique après une bonne quinzaine d'années comme collaborateur, mais comme directeur artistique et co-directeur général. Il est là depuis quand même plusieurs années aussi. Et c'est Martin Fauché, homme de théâtre formidable, metteur en scène, comédien. Alors, il signe sa dernière édition du FTA qui va se dérouler du 26 mai au 12 juin, alors que l'année passée, il avait dû complètement l'annuler. On va parler de ça. On va parler aussi du monde de l'apathie. Brigitte Henquins, en fin de semaine, dans un article du Droit, qui disait qu'elle était révoltée un peu contre le milieu du théâtre, qui habituellement, justement, se révolte un peu plus que ça et qui a été un peu, selon elle, apathique. Et la place de la culture que le gouvernement a fait à travers cette pandémie aussi, elle n'est pas très contente de ça. Donc, on discutera de tout ça et de bien d'autres choses avec Martin Fauché. Mais ma prochaine invitée mène un combat, ou en tout cas, mène un combat depuis 13 ans maintenant pour faire rapatrier sa fille et ses 4 petits-enfants qui sont coincés en Arabie Saoudite depuis 16 ans. Elle a frappé tout au long de ces années à beaucoup de portes. Ses démarches, que ce soit auprès de l'ambassade canadienne là-bas, que ce soit auprès de nos représentants, nos élus ici, elle frappe et ça demeure sans succès. Et on comprend pas trop comment sa fille est encore coincée là-bas, alors que tout semble indiquer sur papier qu'elle pourrait revenir avec ses 4 enfants. Sa fille, c'est Nathalie Morin, et cette femme qui publie ces jours-ci cette histoire « On m'a volé ma famille », c'est Joanne Durocher. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour, Mme McQuaid. Je suis bien contente de vous parler ce matin parce qu'il y a tellement de mystères autour de cette histoire-là. Puis si on peut en éclairer ou en éclaircir quelques-uns ce matin. Et on va le faire aussi avec Michel Ouimet. Bonjour, Michel. Bonjour, Pénélope. On se parle habituellement tous les mardis à cette heure-ci, comme on va faire tout à l'heure avec Agnès Gruda. Mais vous avez signé, Michel, la préface de ce livre-là. On y revient dans un petit instant. D'accord. Avant qu'on plonge dans cette histoire des 16 dernières années, Mme Durocher, ça fait combien de temps que vous avez... premièrement, je veux savoir comment vous allez, parce qu'il y a un combat sur toutes ces années-là, après cette année de pandémie qui ne devait pas être simple. En fait, je pense que vous n'avez pas pu parler à votre fille depuis un long moment. Comment vous allez? Moi, quand je suis dans l'action pour aider Nathalie, ça m'aide toujours, parce que c'est ça qui m'empêche là, d'être dépressive ou de sombrer dans... Ça t'enlève un peu ton sentiment d'impuissance pendant que tu te bats, ça te donne l'espoir. Je me dis, je suis pas capable de croire que ça se réglera pas. Je suis pas capable. Mon rêve dans ma tête, ça se peut pas. C'est comme aussi simple que ça. Parce que pour moi, c'est tellement évident que c'est injuste. C'est tellement évident que c'est pas une affaire de famille, que c'est une affaire politique. Fait que c'est ça, parce que je continue de battre. Il y a beaucoup de gens qui pourraient vous aider, qui disent c'est des conflits familiaux, ça ne nous regarde pas, on n'a pas à se mêler de ça, puis on va en parler en détail. Mais là, ça fait combien de temps que vous n'avez pas parlé à votre fille? Que j'ai parlé depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Ce mois de mars-ci?
Non, 2020. C'est ça. Est-ce que 2020. vous avez eu des nouvelles par courriel? Est-ce que vous avez des Elle nouvelles a d'elle? envoyé un courriel le 16 novembre au gouvernement canadien, Amnesty International et moi, disant: Je suis Nathalie Morin, je veux rentrer au Canada avec mes 4 enfants. Pour Je suis toujours réitérer, piégée. Oui, pour c'est ça, oui. réitérer son désir. Est-ce Ben, que c'est vous... parce qu'aussi les affaires étrangères ont tendance à passer le message que il y a un double message. Nathalie veut pas revenir, c'est sa mère qui veut qu'elle revienne. Tu sais. On va plonger dans cette histoire-là. Oui. Mais je veux savoir, Michel Ouimet, avant, pourquoi vous avez accepté de signer cette préface? Bien, parce que cette histoire-là me scandalise. Puis Madame Durocher, bonjour Madame Durocher, vous allez bien? Bonsoir. Oui. Oui, c'est bonjour en réalité. J'ai dit bonsoir, là. m'a appelé cet automne pour me demander si je voulais signer la préface de son livre. Premièrement, j'étais très contente qu'elle ait décidé d'écrire un livre parce que je savais que c'était le désir de Nathalie que j'avais rencontré en Arabie Saoudite. Parce qu'elle vous l'a dit, Nathalie, en Oui. 2017, clairement, j'aimerais ça que C'était ma son mère plus grand écrive. désir que sa mère écrive. Puis là, j'ai dit à Mme Durocher, spontanément, je vous dis oui, mais il faut que je lise le livre avant, une fois qu'il sera terminé, pour que je sois à l'aise avec le contenu. Je pense que Mme Durocher a fait un travail remarquable. Tout est vérifié. Il y a plein de documents qui appuient tout ce qu'elle dit. Donc, quand j'ai reçu les épreuves en janvier, j'ai décidé de plonger parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Et vos mots sont très durs envers Oui. l'ambassade C'est- canadienne. Nathalie, c'est une citoyenne canadienne qui est en détresse dans ce pays étranger. Elle a le droit, peu importe son passé, peu importe ses choix, à l'aide du Canada. OK. Le problème, là, ce sont ses enfants, parce que le Canada est prêt à faire revenir Nathalie. Mais elle ne laissera pas ses enfants Ben, en Arabie Saoudite. C'est ça. Joanne Durocher, qu'est-ce qui fait... On va retourner là, au départ à la rencontre de Nathalie avec Saïd, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 16 ans plus tard, Nathalie ne peut pas revenir au pays avec ses 4 enfants? Présentement, il y a un travel ban sur les enfants. Donc, elle n'est pas capable d'avoir de passeport saoudien et ils ne peuvent pas sortir du pays sans le passeport saoudien. Et pourquoi ils ne Parce peuvent pas que- avoir un passeport saoudien? Bien, ils sont bloqués par le gouvernement saoudien. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle un travel ban. Ben, ils ne nous le disent pas. J'en ai aucune idée. Moi, je pense, mais ça, c'est juste mon opinion, que c'est une façon de garder le père dans le pays parce que le père avait un travel ban aussi. Fait qu'ils doivent se dire, si les enfants sortent, on va avoir des problèmes avec le père, ils vont vouloir sortir. Je sais pas. Mais C'est- 3 de ces 4 enfants-là sont des citoyens canadiens, Mme Durocher. En ce moment, les 4 enfants sont Les citoyens 4. canadiens. Les 4. Il y en a un seulement qui est né au Canada, mais les 3 autres qui sont nés là-bas ont été naturalisés canadiens. OK, on va revenir en arrière. On va même revenir avant la rencontre de Nathalie avec Saïd parce que c'est important pour vous de parler de l'enfance et de l'adolescence de votre fille Nathalie pour comprendre un peu où elle en est aujourd'hui. Parlez-moi de Nathalie quand elle était jeune. Ben Nathalie, quand elle était jeune, c'est peut-être parce que je suis sa mère. Moi, je la trouvais bien normale. Tu sais. C'est un enfant enjoué. Elle était, son plus grand rêve, Nathalie n'était pas en français. Elle a eu de la misère au début quand elle a commencé l'école. Mais après ça, elle a comme débloqué en français, puis pas jamais en mathématiques, elle n'a jamais débloqué. Là. Et elle disait qu'elle voulait être une journaliste internationale. Elle voulait être une journaliste à travers le monde. Puis elle, à l'époque, elle voulait pas rester à la maison avec des enfants. Puis il y avait des grosses chicanes avec son frère. Elle disait, moi, je vais faire une carrière, puis tu pourrais rester à la maison avec les enfants, c'est pas mal. Non, je veux pas rien savoir de tout ça. Puis vraiment des grosses chicanes, il fallait que je les sépare pour pas qu'ils se frappent, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est tellement surprenant des fois ce qu'un enfant dit quand il est jeune puis ce qu'il fait quand il est plus vieux, là. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans une maison pour femmes victimes de violence. Comment ça se fait? Et Nathalie, de façon qu'elle avait réagi quand j'étais là-bas avec elle, ben, j'étais avec son frère aussi, pas juste avec elle, là. Ben, elle avait l'air vraiment de quelqu'un de très mature pour son âge, puis que j'aurais jamais pensé que Nathalie se serait fait prendre. Parce qu'il faut dire, Joanne Durocher, et on l'apprend dans votre livre, vous avez été victime de violences conjugales. Et je présume que c'est d'autant plus difficile de voir effectivement votre fille vivre un peu la même chose que vous avez vécu. Ben, elle n'a pas vécu la même chose parce que moi, j'ai jamais été battue, là. Mais oui, j'ai vécu de la violence conjugale, par exemple, là. Mais c'est difficile à dire parce que, mon Dieu, tu sais, hier, Benoît Dutrisac m'a posé la question, puis j'ai presque évité d'y répondre pour réaliser en écoutant l'entrevue
que mon réflexe en dedans de moi-même, ben, c'est que le père de mes enfants, moi, il est encore vivant puis il est pas loin. Hmm. Fait que- D'accord. fait que, tu sais, on dirait que tu te sens, Oui, je comprends. là... fait que là, j'ai réalisé que je le savais pas, mais que j'ai encore peur. OK, bon. Je l'ai réalisé hier seulement. C'est fou, là. Hmm. C'est vraiment... Puis pour Nathalie, ben c'est sûr que ce que j'ai le plus ressenti, c'était comme... moi-même, j'ai fait une erreur dans ma vie. Puis là, on dirait que tu n'es plus capable de t'en remettre après ça. Tu sais. Moi, je m'en remets personnellement. Je me sens... j'ai l'impression que je suis correcte, en tout cas, là. Mais là, tu sais, je vois ma fille suivre... être mal pris. En tout cas, elle est super mal pris, Nathalie. Puis quand on était en maison pour femmes victimes de violence, j'ai encore, 2 ans avant que j'écrive le livre, je me suis réveillée un matin parce que je savais que j'écrirais un livre, mais moi, je suis longue à décider, je suis pas une impulsive, là. Ça mijotait dans ma tête, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, comment je vais faire. C'est comme je l'ai écrit plusieurs fois dans ma tête avant de le mettre sur papier. Et je me suis levée un matin avec une image comme si c'était un film. Et je nous voyais, on était à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la maison Coudel. Je nous voyais toutes les femmes assises dans la cuisine. C'était une grande, grande cuisine sur des chaises berçantes, là. Puis, je nous revoyais parce que ça s'est passé pour le vrai, là. Je n'invente pas cette scène-là. Et il y avait une madame qui avait négocié son retour avec son mari la veille. Nous, on pensait qu'elle y imposerait ses conditions. On avait toutes hâte de voir comment ça s'était passé. Nathalie était assise à terre en indien. Pour dire que dans ces années-là, les enfants dans les maisons pour femmes victimes de violence restaient avec les femmes. Il n'y avait pas de place spéciale pour les enfants pour pas qu'ils écoutent ce qu'on dit, là. Les enfants avaient connaissance de tout ce qui se passait. Puis Nathalie avait 12 ans à peu près, elle n'était pas intéressée à aller jouer avec des petits gars de 7 ans, là. Elle restait avec les femmes. Et quand elle a vu ce que la madame disait, elle a eu le réflexe de dire « mais t'es bien niaiseuse! » Et moi, j'étais venue, là, j'essayais avec mes pieds, tu sais, de faire des petits signes, arrête de parler, arrête de parler. Puis, mais j'imagine, je me suis réveillée un matin avec cette scène-là où je me suis dit, c'est ma Nathalie, toute belle, toute cute, que tu as l'impression qu'elle va faire une journaliste à l'international, puis que là, il n'y a rien, elle n'a pas de problème, elle, dans la vie. Et qui se retrouve dans cette situation 5 ans après. Alors, quand Nathalie, votre fille, Joanne Durocher, avait 17 ans quand elle a rencontré Saïd, qui en avait 28. Oui. Elle est tombée enceinte pas longtemps après la rencontre. Lui s'est fait expulser du pays parce qu'il était ici illégalement. Donc, elle est allée le visiter à plusieurs reprises chez lui en Arabie Saoudite. Et à chaque fois, elle pouvait revenir. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle n'a pas pu revenir? Ce qui est arrivé, c'est qu'elle, quand elle est allée le visiter pour revenir, lui, il disait, regarde, viens me visiter. Il chantait à la pomme, là. Puis il disait, je te laisserai toujours dire, regarde, viens me voir, moi, te laisser retourner, c'est sûr. Puis il a respecté ça. Mais en même temps, c'est qu'elle n'était pas mariée avec lui. Elle avait reçu les papiers de l'ambassade saoudienne, son visa, un visa de femme mariée, à la demande du prince Naïf, mais c'était écrit en arabe. Elle n'avait pas vraiment réalisé ça. La seule chose qui l'importait, c'est qu'elle pouvait aller le visiter. Mais pendant ce temps-là, lui avait comme projet de la marier en Arabie Saoudite pour qu'elle puisse la parrainer ici. Ah, d'accord. C'est ça qui est arrivé. Et là-bas, quand il a voulu la marier, ils ont dit, lui, il avait dit à sa famille qu'il était déjà marié. Donc là, l'imam, il a dit, écoute, selon l'islam, je peux pas te marier 2 fois. Donc, il a émis un papier pour officialiser, approuver le mariage qui avait eu lieu au Canada en 2001 ou 2002. Là. Sauf qu'il n'y a jamais eu de mariage au Canada. Et là, Nathalie est revenue ici, puis elle a entrepris une demande de parrainage pour lui. Et quand j'ai fait sortir la demande d'accès à l'information, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai trouvé une note où il disait qu'il n'était pas sûr que c'était légal, cette sorte de mariage-là, que ça serait approuvé. Donc, c'était pas sûr qu'elle pourrait le parrainer. Par contre, aux affaires étrangères, ils disent non, les Saoudiens la considèrent mariée, donc on la considère mariée. Mais l'État civil ici ne la considérait pas mariée parce que vous avez fait des vérifications, Joanne Durocher, puis ce visa-là, il n'aurait jamais dû être accepté par les autorités canadiennes. Là. C'est parce que les Saoudiens qui mettent ça, les autorités canadiennes, ils n'ont pas un mot à dire là-dedans, non? À partir de quel moment, Joanne Durocher, vous alertez les médias? À partir de quel moment vous vous dites, OK, moi, ce que j'essaie de faire, ça fonctionne pas. Je frappe à des portes pour que mon gouvernement nous aide, ça fonctionne pas. À partir de quel moment vous vous dites, OK, faut qu'on entende l'histoire de Nathalie? C'est le 25 février 2008, très tôt le matin.
Nathalie m'a appelé pour me dire, ben écoute, maman, Saïd me laisse sortir si tu lui donnes 20 000 piastres. Et là, moi, j'étais comme endormie aussi, mais j'ai eu le réflexe de dire, ben oui, mais je ne l'ai pas, le 20 000, là, tu sais. Et là, je suis partie travailler. Mais là, je me sentais vraiment coupable. Je me disais, si pour 20 000, on règle tout le problème, il faut que je trouve 20 000, tu sais. Je me suis acheté une carte d'appel pour la rappeler, de dire, ben écoute, Nathalie, je vais m'en trouver le 20 000, tu sais. Mais c'est Saïd qui m'a répondu pour me dire, ben écoute, elle n'est pas ici, elle vient de quitter en ambulance, elle a fait une tentative de suicide. Et là, ça m'a... Là, tu viens de refuser 20 000 à ta fille, elle fait une tentative de suicide. Je me promenais au centre-ville, là, dans les souterrains, c'est mon heure de dîner, là. J'avais l'impression que j'étais plus là. J'ai eu vraiment comme un choc de ça pour moi. Puis là, j'ai réalisé que ça se passait comme dans les films, j'ai une demande de rançon. C'est une demande de rançon. C'est dur de penser le mot rançon. Là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, est-ce que j'y donne, il va m'en demander plus? Ou là, tu ne sais plus comment t'y prendre, tu es seul avec ça. Tu n'as pas aussi aucun recours. Tu sais, si ça s'était fait à Montréal, tu veux peut-être aller voir la police. Mais là, la police, tu ne peux pas aller voir la police en Arabie Saoudite, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment... pour moi, c'était vraiment le plus gros choc. Et là, à ce moment-là, le lendemain, quand j'ai vu mon médecin, elle m'a mis en arrêt de travail. Puis c'était la première fois de ma vie que j'étais en arrêt de travail. Et là, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Moi, je suis en arrêt de travail, là. Je vais régler le problème. Fait que c'est là que j'ai commencé le débat, le combat, mais sauf que j'ai pas réglé le problème même 15 ans plus tard. Là, juste avant qu'on aille à Michel, parce que Michel, vous avez rencontré Nathalie en 2017, Michel Ouimet. Mais donc là, les médias ont été alertés, mais il y a eu aussi toutes sortes de discussions avec l'ambassade. Il y a des employés de l'ambassade qui sont allés chez elle. Elle s'est même rendue à l'ambassade canadienne, à Riyad. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se passaient les rapports entre elle et les gens qui pouvaient l'aider? Est-ce que c'est à moi la question? Oui, excusez-moi, à vous, Mme Durocher, oui. OK, j'étais plus sûre. Ben, les gens à l'ambassade, elle a reçu des visites officielles des gens de l'ambassade. Même, il y a eu Deepak O'Brien qui l'a visité en décembre 2009. Qui? Deepak O'Brien, qui était à l'époque secrétaire parlementaire du ministre Canada. Ah, d'accord. Oui. Mais tu sais, ça tournait toujours en rond. Je vais parler de cette visite-là, là, de décembre 2009. Il est revenu au Canada en disant que tout allait bien, qu'il n'avait rien vu d'anormal. Pourtant, moi, j'ai reçu le lendemain un appel de Mme Huda, qui travaillait pour la Commission des droits de la personne en Arabie Saoudite, pour me dire, Mme Joanne, votre fille, elle faisait tellement pitié hier, elle a pleuré tout le long de la visite, elle a supplié M. O'Brien de la ramener avec lui. Elle était tellement fatiguée que je l'ai amenée chez moi se reposer après. Fait qu'il y a toujours eu des contradictions. Quand Nathalie appelait, chaque fois que Nathalie est enceinte, chaque fois, c'est enceinte demain matin, je vous le dis, c'est sûr, ça va se passer encore, là. Saïd décidait, là, quand elle arrivait à 7 mois de grossesse, là, qu'il allait laisser revenir au Canada avec les enfants. Fait que là, il était prêt à aller la reconduire à l'ambassade. Là, moi, il y a eu des moments donnés où j'ai contacté les gens ici à Ottawa pour dire, écoutez, sortez-la du pays s'il faut en auto, parce que là, les avions de touristes ne prennent pas enceinte de 7 mois. Fait que là, je disais, ben, sortez-la en auto d'un pays voisin, je vais aller la rejoindre. On se m'arrangeait pour la faire accoucher là-bas, garder les enfants, puis après ça, prendre l'avion pour le Canada, tu sais. Mais en réalité, moi, j'ajouterais aujourd'hui qu'on sait tous que le Canada est capable de sortir des citoyens canadiens d'un pays sans utiliser des avions de touristes. Mais c'est sûr qu'ils n'ont jamais été prêts. Quand ils voyaient des opportunités avec Saïd où il y avait un genre de fléchissement, c'est sûr que lui, il a juste le même problème parce qu'il se disait ils le feront jamais. Mais le gouvernement canadien aurait pu user de stratégie puis dire, ben écoute, on va y jouer un tour cette fois-là puis on va le faire. Elle s'est même, en 2013, fait mettre à la porte de l'ambassade du Canada alors qu'elle est allée cogner pour de l'aide. Alors, Michel Ouimet, vous avez rencontré Nathalie Morin en 2017. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé là-bas. Bien, premièrement, je l'ai contactée avant de partir. J'ai parlé à Mme Durocher aussi, mais c'était compliqué parce qu'en Arabie Saoudite, premièrement, avoir le visa, ça m'a pris 2 ans et demi parce que je vous jure que c'est compliqué l'Arabie Saoudite et surtout souvent incompréhensible. Donc, en Arabie Saoudite, quand tu es journaliste, en général,
tu dois être accompagné par un chaperon, ce qu'ils appellent un minder, qui est un employé du ministère de l'Information qui te suit partout. Mais moi, je ne voulais rien savoir d'avoir un minder, là, pas un chaperon. Hey, je ne sais pas, tu sais, la moitié de la planète pour me ramasser avec un employé du ministère de l'Information qui va aller dire le contenu de toutes de mes entrevues. Donc, quand je suis arrivée à Dammam, parce que Nathalie ne vit pas à Riyad, elle vit à 400 km de Riyad, dans une ville qui s'appelle Dammam, dans un petit appartement qui n'est vraiment pas en condition. Hein? Madame Durocher, son appartement, là. Mais elle vit vraiment comme une pauvre. Puis en plus, elle doit quitter. Donc, je voulais la rencontrer seule. Alors, Elle doit quitter pour nourrir sa famille. Oui. Donc, Parce que son mari ne travaille pas, son mari n'est pas dans une bonne posture sociale. Là, c'est ça, pas, absolument. Alors, donc, j'étais à l'hôtel, j'ai dit, là, c'est une rencontre privée, vous venez pas. Non, 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 je vais vous accompagner. J'ai dit, il n'y en a pas question. Alors là, je l'ai planté là, ce gars-là, j'ai pris un taxi, je me suis rendue chez Nathalie. Et là, on a pu parler, on a passé une bonne partie de la journée ensemble. Et puis là, j'ai vu à quel point, premièrement, elle désirait absolument revenir au Canada, revenir avec ses enfants. Pour elle, c'était hors de question de les laisser à Saïd, les 4 enfants. Parce que ça fait partie des critiques qui ont été émises à son endroit, qu'elle revienne. Mais, oui, mais jamais sans ses enfants. Ben oui. Alors, ce que je comprends parfaitement. Et puis, là, j'ai écrit un long courriel au ministère des Affaires étrangères à Ottawa, après avoir passé par l'ambassade du Canada en Arabie saoudite. On m'a renvoyé finalement au ministère des Affaires étrangères. J'ai dit, voici ce que Nathalie m'a raconté. Elle s'est fait mettre à la porte de l'ambassade en 2013, enceinte de 7 mois. Vous ne l'aidez pas vraiment, blablabla. Attends, tout un long. On m'a répondu de façon extrêmement laconique. Vous aviez des questions aussi, Michel Ouimet. Il y avait des points d'interrogation sur certaines de vos phrases. Dit, vérifiez-moi, si vous n'êtes pas d'accord avec certains points, avec ce que Nathalie Morin m'a dit, ben dites-moi-le maintenant et je vais l'écrire dans mon article, ça va me faire plaisir. Donc, vous attendiez minimalement à avoir quelques réponses ou corroborations. Ou... C'est ça. Pas. Ou, bon, non, écoutez, on essaie vraiment de l'aider, voici ce qu'on a fait. Alors, ils m'ont envoyé comme réponse, les agents consulaires à Riyad du Canada continuent de soutenir les efforts déployés par Mme Morin en vue de quitter l'Arabie saoudite avec ses enfants, tout en respectant le cadre juridique du pays. Ça, puis rien répondre, c'est à peu près la même affaire. Voici ce que nous avons reçu, parce que notre recherchiste Jean-François Blais a aussi envoyé un message au ministère des Affaires étrangères pour savoir un peu, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait. Nous sommes au courant du cas d'une citoyenne canadienne qui vit en Arabie saoudite avec ses enfants. Les agents consulaires suivent ce cas de près et sont prêts à fournir une assistance. Nous demeurons proactifs pour aider Mme Morin. Cordialement, Jason Kong. Donc, Michel, comment vous expliquez, vous qui avez été dans plusieurs pays, vous qui, les ambassades canadiennes, vous avez eu à les contacter, vous qui suivez des cas de citoyens canadiens qui sont pris à l'étranger, est-ce que c'est un comportement qu'on voit souvent, ça, une espèce d'apathie ou... Parce que vous avez des mots très durs, Michel Ouimet, là, dans votre préface. Là, je vais les citer. Vous parlez d'incompétence renversante du gouvernement canadien qui refusait de l'aider réellement afin que le Canada préserve ses relations avec l'Arabie saoudite. Oui, c'est pas normal, là. Ça fait 13 ans qu'elle demande de l'aide et elle est toujours en Arabie saoudite. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Hein? Si elle était quelqu'un de connu, ce n'était pas une jeune femme fragile qui a décidé de partir de son plein gré, peut-être qu'il l'aurait aidée. Si elle était une députée, une intellectuelle connue, peut-être. Mais moi, je peux vous dire, de ma petite expérience, le Canada a toujours été en dessous de tout pour aider ses ressortissants. Alors, quand il y a eu la guerre au Liban en 2006, c'est l'ambassade de France qui m'a sorti du Liban. Il y avait une entente avec l'ambassade du Canada. Quand j'étais au Caire, j'étais prise dans les manifestations. Quand j'ai appelé à l'ambassade du Canada, ils m'ont demandé si je voulais être rapatriée. J'ai dit non. Ils m'ont dit, bien, tant mieux parce qu'on ne pourrait rien faire pour vous. Et pendant ce temps-là, je voyais les ambassadeurs français, les ambassades allemandes, norvégiennes, qui venaient chercher leurs journalistes puis qui les sortaient du Caire. Alors, mais j'ai jamais fait une étude exhaustive sur le comportement du Canada, mais je peux vous dire que de mon expérience, là, vraiment, ils ont peur de leur ombre. Joanne Durocher, dans votre livre « On m'a volé ma famille », donc où vous racontez l'histoire de votre fille, Nathalie Morin, et votre histoire depuis les 16 dernières années où vous accompagnez votre fille, il y a quelque chose qui apparaît très clairement et qui est difficile à entendre parce que ça voudrait dire que le Canada considère qu'il y a des citoyens de second ou troisième ordre. Vous dites votre fille parce qu'elle s'est peut-être elle-même mise dans le trouble, parce qu'elle a elle-même pris certaines décisions. Il y a de ça, là. Vous mettez en doute. Je dirais qu'il y a encore pire que ça, parce que quand j'ai fait sortir l'accès à l'information, j'ai trouvé des remarques dans le style
Ben, je suis pas sûre que les enfants seraient mieux au Canada, vraiment pas sûre avec une mère non scolarisée ou d'autres moments donnés où c'est écrit j'ai pas plus d'énergie à mettre dans ce dossier-là. Moi, on m'a déjà soupiré au téléphone, on m'a déjà dit, ben, écoutez, Mme Durocher, là, je suis quand même pas psychologue. Je dis quoi, est-ce que vous aidez seulement les gens qui ont un quotient intellectuel de 120 et plus? Je veux dire, des remarques comme ça. Maintenant, ils en font plus parce que j'ai fait sortir l'accès à l'information, j'ai mis ça public. Fait que si je le fais ressortir encore, ben là, c'est écrit, ils se donnent des rendez-vous téléphoniques pour discuter du cas. Mais avant, quand ils mettaient leurs notes par écrit, je veux dire, j'ai trouvé, Nathalie veut pas vraiment ses enfants, il tient pas. C'est Joanne Durocher qui les veut. Nathalie a vécu sous la domination de sa mère. Maintenant, elle vit sous la domination de Saïd. C'est comme si ces gens-là, aux affaires étrangères, c'est comme des espèces de petits dieux qui peuvent se permettre d'avoir des jugements sur à peu près tout le monde, puis de décider de l'état psychologique de un puis de l'autre, puis pendant ce temps-là, mais ils font pas le job d'aider les Canadiens, par exemple. Et surtout que Nathalie Morin, votre fille, Michel, vous l'avez témoigné, là, elle était pas bien physiquement Non. quand vous l'avez vue. Là. Je veux dire, il faut assister quelqu'un qui est dont la Elle avait santé pris est en beaucoup danger. de poids, elle avait ses 4 enfants, elle vivait extrêmement pauvrement, elle devait quitter. Et elle voulait, surtout, elle voulait revenir avec ses enfants. Donc, c'est une personne, une citoyenne canadienne en détresse à l'étranger. Elle a droit à l'assistance et à l'aide, toute l'aide que le gouvernement pourrait lui fournir pour la ramener. Réexpliquez-nous, Joanne Durocher, là, maintenant qu'on en connaît un peu plus sur l'histoire, pourquoi, en date d'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que Nathalie Morin revienne au Canada avec ses 4 enfants citoyens canadiens, alors que son mari est d'accord. Parce qu'à un moment donné, on disait ça prend le consentement. Là, ils l'ont, le consentement. Oui. Oui. J'ai eu une réunion avec Nathalie, Saïd et Martine Brunet, qui travaille à l'ambassade canadienne à Riad. Et ça a été très clair que Saïd veut que les enfants reviennent et acceptent. Et ça a été très clair que les enfants veulent venir aussi. Parce que Samir, le plus vieux, est rendu à 18 ans, là, puis il veut revenir. Il a même envoyé un courriel pour demander qu'on l'aide à revenir. Mais ça prend 21 ans là-bas, hein, pour qu'il puisse vraiment quitter par lui-même? Oui, là-bas, c'est 21 ans, c'est vrai. Mais si son père est d'accord, il peut. OK. Fait que là, ce qu'on a besoin en papier, ce que les enfants ont besoin, c'est que le travel ban... Alors ça, c'est l'interdiction de voyager. Ils sont sur une liste d'interdiction de voyager. C'est l'Arabie saoudite qui les a mis sur cette liste-là. Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont sur cette liste-là? Non. OK. Mais eux ont dit qu'ils ne l'étaient pas. Fait que donc, ils n'auront pas le choix de les enlever après avoir dit au gouvernement canadien qu'ils ne l'étaient pas. Mais Nathalie, quand elle se rend au bureau des passeports, selon les notes qu'il y a dans le dossier, ils le sont. Fait que je ne sais pas s'ils ont voulu les enlever, ça ne s'est pas rendu chez les fonctionnaires ou quoi. Je ne sais pas ce qui est le problème, là. Mais il faut que ça soit réglé tout d'abord. Ensuite, quand là, Nathalie va pouvoir avoir les passeports saoudiens des enfants, et là, à ce moment-là, Saïd lui a demandé une réunion avec son gouvernement et le gouvernement canadien parce qu'il veut signer devant tous le visa d'exit. Parce que le père doit signer le visa pour que les enfants aient le droit de sortir. Et lui, ben, il est super comme orgueilleux. Ou, il veut démontrer que si les enfants ils ont resté là aussi longtemps, que c'est pas de sa faute à lui. En tout cas, peut-être qu'il y a d'autres raisons aussi que je connais pas, mais il veut vraiment faire ça publiquement. Mais tu sais, je pense que pour un homme saoudien, il veut vraiment... Surtout qu'il y a des lois qui ont été passées dans ce pays-là aussi dans les dernières années concernant la violence faite aux femmes, concernant donc il y a comme quand même une certaine opprobre sociale là, qui pourrait lui tomber dessus. Il y a des lois, mais elles ne sont pas nécessairement appliquées. C'est comme présentement, il y a des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence, mais ces maisons-là, tu as le droit de rester seulement temporairement et après ça, tu n'as pas le choix de retourner chez ton mari. Fait que, tu sais, t'en as peur pour le vrai, tu n'iras pas là, certain. Donc, il faut que les noms soient... qu'on lève l'interdiction de voyager pour les 4 enfants. Exactement. Il faut que des passeports leur soient donc délivrés, remis. Et après ça, ça prend la réunion avec le père pour qu'il émette les visas d'exit. Après ça, ils prennent l'avion pour s'en viennent. Mais tout ça, ça pourrait être fait dans une journée. Il suffit que le gouvernement canadien prenne les rendez-vous, organise ça depuis tant que ça niaise et que ça l'attend. Et même que ça aurait pu être fait en même temps qu'ils ont négocié les médicaments de Nathalie.
Parce qu'ils ont tous fait ce chemin-là pour Nathalie. Expliquez-nous qu'est-ce qu'un ICAMA. Michel Ouimet, expliquez-nous qu'est-ce qu'un ICAMA. Bien, c'est un peu comme ses papiers d'identité OK. là, qu'elle n'arrivait pas à obtenir. Donc, elle n'avait aucune existence légale. Donc, quand elle m'a écrit 1 an plus tard, après que je l'ai visitée, elle était malade. Elle ne pouvait pas aller voir un médecin. Elle ne pouvait pas aller dans un hôpital. Elle ne pouvait rien faire, pas travailler, rien, parce qu'elle n'avait pas ses papiers d'identité saoudiens. Qu'elle vient de recevoir en janvier 2020, Joanne Durocher, mais après. elle n'a toujours pas le droit de travailler, par exemple. Le papier qu'elle a reçu, c'est noté dessus que c'est pas un permis de travail. Fait qu'elle a reçu un ICAMA, elle a une existence légale maintenant, elle peut aller à l'hôpital, elle peut s'ouvrir un compte de banque ou changer de ville ou sortir du pays, parce qu'avant, elle n'aurait pas pu. Mais elle n'a pas le droit de travailler. Je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont fait de même. Joanne Durocher, l'espoir d'écrire ce livre-là, c'était comme une ultime tentative ou façon de faire sortir votre fille, de faire en sorte que ça bouge, en fait. Parce que là, vous avez des cassettes, des documents. Ce livre-là est extrêmement bien documenté. Vous avez une journaliste internationale crédible comme Michel Ouimet qui signe la préface. Est-ce que ça, pour vous, c'est le billet de sortie de votre fille et vos 4 petits-enfants? Bien, c'est ce que je souhaite, que ce soit le billet de sortie. Mais si ça ne la sort pas, je vais trouver d'autres choses après. Est-ce que vous pensez, Michel, que ça peut avoir une influence ou c'est un peu Teflon, l'Arabie Saoudite, pour ce genre de choses-là? Et en fait, c'est la volonté du Canada. Là. Il faut que le Canada bouge. Donc, si le Canada bouge, j'ai bon espoir que Nathalie va pouvoir revenir. Mais là encore, ça fait 13 ans quand même là, que le dossier piétine. On verra. Alors, Joanne... En réalité, tout dépend du Canada en ce moment, parce que les Saoudiens ont déclaré au téléphone qu'il n'y avait pas de travel ban. Donc, ça veut dire que c'est... Puis même s'il y en aurait encore un, c'est aux Canadiens de le négocier pour nous autres. Alors, il y a une phrase qui est vraiment déchirante, Joanne Durocher, que vous avez prononcée. C'est « Tu te penses invisible, mais moi, je continue à rêver à toi parce que je ne t'oublie pas. » Joanne Durocher, vous êtes la maman de Nathalie Morin, la grand-maman de ses 4 enfants. Le livre sera disponible demain. Il est intitulé « On m'a volé ma famille » et il paraît aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup, Joanne Durocher, d'avoir été avec nous ce matin. Et bon courage pour la suite. OK, bien merci. Bonne chance. Michel Ouimet, je vous garde comme tous les mardis. Agnès Gruda vient joindre à nous. Body Sava Beatmaker en featuring Trouvé dans le calme, MC Red Bull, Pierre Poinders. Tungisinga, ton amour m'a fait du sale. Olanguisinga, y'a les voisins pénétrables. Okoko takate, atobeti n'importe. Yokoko takate, cette parcelle n'est pas à vendre. Hypothèque de beau crédit. Imisa mongo, kangalo pango, bema masanga, kabami bale. Elonga na yo, tokoko tamalembe. Bakaleba bisou, toko sala malembe. Lelo kokota, lelo tobinga, lelonga na yo. Tokoko tamalembe. Yaya sous la panne, nous pouvons coucher là sous la panne. Attache au bamamou sous la panne, nous pouvons coucher là sous la panne. Yaya sous la panne, nous pouvons coucher là sous la panne. Attache au bamamou sous la panne, nous pouvons coucher là sous la panne. Pango me mama sanga tabami bale elonga na yo ekokota malembe bakaleba bizu ekosala malembe ekokota malembe ekosala malembe Yaya sous la panne, nous pouvons coucher là sous la panne. Attache au bamamou sous la panne, nous pouvons coucher là sous la panne. Yaya sous la panne, nous pouvons coucher là sous la panne. Attache au bamamou.
À Michel Ouimet se joint donc Agnès Grudan, comme tous les mardis matins. Bonjour Agnès. Bonjour Pénélope, bonjour Michel. Bonjour, Agnès. Évidemment, je ne peux pas vous demander votre opinion ou votre perspective sur la chose parce que vous avez signé un papier, Agnès Grudan, dans la presse samedi concernant Joanne Durocher et sa fille. Là. Oui, effectivement. Et en fait, moi, j'ai suivi différentes étapes, cette histoire-là. À l'époque où il y avait tout un mouvement avec des députés, puis Amnesty International et tout ça, qui s'agitaient, qui essayaient de faire pression Mais sur... plus récemment, en 2019. Et en 2019, j'avais parlé avec Mme Durocher qui m'avait dit... C'est parce que l'Arabie saoudite, tout à coup, a ouvert ses portes aux gens qui allaient en tourisme. Visa touristique. Visa touristique. Donc, Joanne Durocher, qui n'avait pas vu sa fille depuis un bon moment, à ce moment-là, 10 ans, j'étais en contact avec elle, puis elle m'a dit, écoute, j'essaie d'y aller, puis j'ai bon espoir parce que les Canadiens du consulat me disent que Saïd, le mari de sa fille, est prêt à la laisser partir. Donc, vraiment, elle partait avec presque un espoir de revenir pour Noël avec les enfants. Et nous, dans notre grande naïveté, à la presse, on s'est dit, waouh, quelle bonne histoire on va avoir, on va l'accueillir à l'aéroport. Ouais. Puis vraiment, avec mon collègue photographe Martin Chamberlain, donc on a tout suivi son départ et tout ça, et on a vu comment ces espoirs-là se sont effondrés parce que sur un mur d'incompréhension, et moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand Joanne Durocher m'a dit, écoute, ils ne croient pas, les Canadiens, que les enfants sont sur la liste qui leur interdit de voyager. Ouais. Alors qu'elle, elle le savait, elle l'avait vu. Donc, c'est cette condescendance, cette méfiance que je trouve absolument incroyable. Et je partage l'indignation et de Michel et de Mme Durocher. J'espère que ça va bouger. C'est ça, ouais. C'est juste ça qu'on peut espérer, là, que cette histoire prenne fin pour qu'elle puisse reconstruire sa vie. Là. Il y a ça aussi, là. Il y a le passé, mais il y a l'avenir aussi qui... Exactement. Pour cette jeune femme de 37 ans quand même. Là. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans notre chronique internationale ensemble. Vous allez nous parler de 2 pays sur des continents complètement différents, mais qui ont un point en commun, c'est-à-dire les enlèvements. Alors, Haïti et le Nigeria, où, Michel, l'état d'urgence a été décrété pour restaurer l'autorité de l'État, justement, contre les groupes armés qui organisent ces kidnappings-là. Bon, alors, si on commence par le Nigeria, tout a commencé dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, lorsque le groupe islamiste Boko Haram a kidnappé 276 écolières dans le nord du Nigeria. Cette histoire-là a frappé l'imagination. Il y a des gens connus comme Michelle Obama et la Pakistanaise Malala Yousafzai qui se sont mobilisés pour demander la libération des écolières. Il y a même un hashtag qui a été créé, Bring Back Our Girls, qui a été lancé. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Et le sort de ces jeunes filles-là et vraiment de ces écolières est crève-cœur. Plusieurs ont été mariées de force à des combattants et certaines ont été libérées en 2016-2017 là, à la suite de négociations avec le gouvernement. En 2018, Boko Haram frappe de nouveau et kidnappe 110 écolières. Et depuis, c'est l'escalade. Alors, tu as plein de groupes criminels armés que le gouvernement appelle bandits qui se sont lancés dans l'industrie du kidnapping. Ils sévissent dans la région depuis des années. Là. Déjà, ils harcelaient les gens, volaient du bétail et là, ils se sont mis au kidnapping. Donnez-nous les contours là, de l'ampleur de ce phénomène-là au Nigeria. Alors, juste pour l'année 2020, par exemple, 1972 personnes ont été kidnappées. 937 tués, c'est du kidnapping de masse, là. Sans oublier les 7195 têtes de bétail volées. Tout cela dans un seul État. Alors, et ça continue. Le 26 février, par exemple, dernier, là, c'est tout récent, 279 adolescentes ont été kidnappées. Et la cible des kidnappeurs, c'est des petites écoles publiques qui ont peu ou pas de protection dans des zones relativement isolées. Toujours des filles? Non, des garçons aussi. Ils kidnappent des écoliers et ils kidnappent des écoliers et des enfants parce qu'ils veulent forcer le gouvernement à négocier parce que tu as la vie d'enfants qui sont en jeu. Et ça marche. Ça marche parce qu'il y a des millions de dollars en rançon qui ont été versés aux kidnappeurs. Le gouvernement nie, il dit non, on n'a pas donné d'argent. Mais ça se sait que le gouvernement négocie. Donc, ça devient comme une business. C'est side rate, là. C'est le syndrome. Plus tu kidnappes, plus tu as d'argent, plus tu kidnappes. Alors, et le résultat de tous ces kidnappings-là, c'est la déscolarisation importante des enfants
particulièrement des filles. Les écoles ferment, les parents n'ont pas confiance. Là. Ils pensent que le gouvernement est incapable d'assurer la scolarité, la sécurité de leurs enfants. Alors, ils ne vont plus à l'école. Et ça, c'est dramatique. Ah, absolument. Il y a une vague de kidnapping en ce moment. C'est pas la première, mais il y en a une en ce moment en Haïti. Oui, effectivement. Et c'est la même chose un peu ce que Michel dit. C'est une industrie. Hein? Donc, c'est pas la première fois que cette vague-là a lieu en Haïti. Mais celle-ci, ça dure depuis l'automne à peu près. Et ce qu'elle a de particulier, c'est son intensité, mais aussi ses cibles. Parce qu'on ne kidnappe plus juste des gens qui ont de l'argent. Il y en a en Haïti, des gens qui ont de l'argent. Il y a des Blancs, mais il y a aussi des Haïtiens. Mais aussi à peu près tout le monde. Alors, j'ai lu récemment un reportage sur le site du Miami Herald qui couvre beaucoup Haïti et qui racontait l'histoire d'un chauffeur d'autobus qui craignait d'être kidnappé comme plusieurs de ses collègues l'ont été. Ces autobus sont privés. Un groupe armé, le modus operandi, c'est qu'on kidnappe un chauffeur, on lui demande de payer pour reprendre possession de son véhicule. Ça, c'est une petite industrie. Et comme les chauffeurs, ils ne roulent pas sur l'or, ben, ils se trouvent plongés dans la pauvreté, puis c'est vraiment terrifiant. Alors, un exemple, un autobus qui transportait une équipe de footballeurs du Belize a été pris en otage le 24 mars et la police a dû négocier avec des hommes armés et cagoulés pour libérer les jeunes joueurs. Et c'est vraiment devenu une activité économique presque banale et une menace omniprésente. Et là, ça a atteint un autre niveau le 11 avril, quand un groupe armé qui porte le nom apparemment de 400 Maozo a attaqué un convoi de religieux et de non-religieux qui se rendaient à une cérémonie de nomination d'un jeune prêtre près de Port-au-Prince. 10 personnes ont été kidnappées et parmi elles, il y avait 7 religieux, dont un Français et une Française. Les ravisseurs réclament rien de moins que $1 million américains. Ça a eu évidemment plus de retentissement que d'autres kidnappings parce qu'il y a des étrangers qui sont présents dans le groupe. Apparemment, 3 otages ont déjà été libérés vendredi. Dans un cas, c'est la famille de la mère du nouveau prêtre qui a réussi à la faire libérer en ramassant $50 000 de façon privée. L'Église catholique, évidemment, refuse de payer les rançons parce qu'elle rentrerait dans un engrenage comme celui dont parlait Michel tout à l'heure. Là. Et les Haïtiens ont été particulièrement choqués par ces enlèvements-là. Là. Oui, effectivement, parce que les Haïtiens sont très religieux. Hein. C'est une société extrêmement religieuse et voir que des groupes armés ne respectent même pas ça, l'institution de la religion de l'Église, ça a causé une énorme onde de choc. Il y a même eu une journée de grève générale au lendemain du kidnapping du 11 avril. Et il faut dire aussi qu'une dizaine de jours plus tôt, une attaque d'hommes armés en pleine messe a été filmée et diffusée sur Facebook. C'est vraiment incroyable, ces images-là. On voit une jeune femme en train de chanter au micro et là, il y a des gars qui passent avec des mitraillettes et elle se cache. Elle continue à chanter, elle se cache derrière le lutrin. C'est incroyable. Alors, cette menace de kidnapping est omniprésente et elle, comme je disais tout à l'heure, elle ne cible plus que les riches et les Blancs et les forces de l'ordre sont complètement impuissantes. Et cette crise a une telle ampleur que l'archevêque de Port-au-Prince, Max Leroy-Mésidor, l'a décrite comme une descente aux enfers de la société haïtienne. C'est comme comment se sortir de ça, là, de ce cercle-là. Alors, Michel, on va revenir au Nigeria. Justement, là, qu'est-ce que le gouvernement fait pour stopper ces enlèvements? Bien, pas grand-chose. Alors, face à l'insécurité, le président qui s'appelle Muhammadu Buhari, il est de plus en plus critiqué. Alors, les kidnappings sont concentrés surtout dans le nord, là, qui est une région où l'État est peu présent, puis où les groupes armés foisonnent. Alors, quand l'armée les pourchasse, ils s'en vont dans les pays où les voisins, où les frontières sont poreuses, comme le Tchad, le Cameroun, le Niger. Mais ça ne va pas bien, de toute façon, au Nigeria. Donc, c'est comme un symptôme du dysfonctionnement de cette société-là. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec ses 220 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 30 ans. Le chômage touche le tiers de la population, l'inflation galope, la corruption aussi, la nourriture coûte de plus en plus cher, la pauvreté progresse. Alors, les critiques parlent de climat de consternation. Mais le Nigeria est la première économie d'Afrique. Oui, c'est un pays très important en termes de PIB. C'est également le premier pays producteur de pétrole d'Afrique. Le président Buhari, qui a 78 ans, pour vous situer un peu, c'est un militaire. Il s'est hissé au pouvoir de 1983 à 1985 à la suite d'un coup d'État et il a été élu en 2015. Début avril, Muhammadu Buhari, dans un contexte de difficulté économique très grande, est parti à Londres pour se faire soigner. C'était pas la première fois et ses voyages médicaux font jaser. L'opposition se demande s'il est apte à gouverner. Alors, pour le président Buhari, il n'est pas question de se faire
soigner au Nigeria parce que le système de santé, c'est une vraie catastrophe. D'ailleurs, le Nigeria, qui est le pays le plus important, se trouve en queue de peloton des pays africains pour sa performance en matière de santé. Il faut le faire. Et à la suite de son voyage médical à Londres, il y a un hashtag qui a été créé, c'est Buhari must go. Buhari doit partir. Et d'ailleurs, il y a des protestations. Là, en octobre, il y a des jeunes qui sont descendus dans la rue. Oui. Alors, il voulait protester contre les violences policières qui étaient vraiment un fléau au Nigeria. D'ailleurs, Amnesty International a publié un rapport là-dessus en 2014. Le titre était « Bienvenue dans l'enfer ». La mobilisation des jeunes là, est inédite. En une décennie, là, ça ne s'était pas vu. Alors, elle est née sur les réseaux sociaux. Les revendications des manifestants se sont élargies. C'est plus seulement les violences policières, mais c'est aussi une protestation contre le gouvernement en place. Et à cette agitation, il se greffe un autre problème, c'est le Biafra. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Biafra a déclaré son indépendance du Nigeria en 1967. Ça a plongé le pays dans une guerre civile épouvantable qui a duré 2 ans et demi. Il y a eu un blocus sauvage. Et là, le Biafra a souffert d'une famine qui a marqué l'imaginaire. Rappelez-vous, les petits-enfants, les Biafrais avec le ventre énorme qui mouraient de faim. La guerre et la famine ont fait 1 million de morts. Eh bien, le mouvement indépendantiste biafrais n'est pas mort. Il est toujours vivant. Dans la nuit du 4 au 5 avril, donc dernièrement, 1800 prisonniers ont été libérés d'une prison par des groupes armés. Le gouvernement Buhari a accusé le mouvement indépendantiste du Biafra d'être l'auteur de cette évasion spectaculaire, ce que le mouvement du Biafra d'indépendance a nié. Mais quand même, vous voyez, le problème là, est là de nouveau. Là, et ça se greffe sur une société où il y a déjà beaucoup de problèmes. Là. Bon, alors, Agnès, on revient en Haïti. Comment les dirigeants là gèrent cette problématique? Alors, comment au Nigeria, le président Jovenel Moïse a décrété le 18 mars un état d'urgence pour 1 mois, mais ça n'a pas empêché le kidnapping du 11 avril, donc ça n'a pas été très efficace. Après l'enlèvement du 11 avril, Jovenel Moïse a réagi en remplaçant son premier ministre, Joseph Jout, par un nouveau premier ministre, Claude Joseph, mais c'est son 6e premier ministre en 4 ans. Ça améliore pas tellement la situation d'habitude. Il faut savoir que tout ça se passe sur fond de crise, de triple crise économique, politique et sécuritaire. L'inflation est galopante dans les 2 chiffres. La valeur de la monnaie nationale, la gourde, est en chute libre. Le prix des denrées de base explose et de plus en plus de Haïtiens ont faim. Et alors que les ONG qui avaient envahi Haïti, c'est presque un mot qui reflète la réalité. Elles étaient partout, elles faisaient vivre le pays aussi. Bien, elles sont, après le tremblement de terre de janvier 2010, elles ont plié bagage. Et sur le plan politique, bien, la présidence de Jovenel Moïse est de plus en plus contestée. On le trouve inefficace et corrompu. Et il faut savoir que, comme les élections législatives sont reportées depuis 2019, il n'y a pas vraiment de Parlement et Moïse gouverne essentiellement par décret. Et aussi, il y a une polémique sur son mandat. L'opposition et la société civile estiment qu'il aurait dû quitter le 7 février dernier, alors que Jovenel Moïse, lui, affirme que son mandat court jusqu'en février 2022. Je ne rentre pas dans les détails de ça parce que c'est de la haute sémantique. Mais normalement, un tel conflit devrait être tranché par un conseil constitutionnel qui n'existe plus que sur papier. Donc, pour éclaircir tout ça, Jovenel Moïse veut organiser un référendum constitutionnel 27 juin, mais même son propre parti est contre parce que on ne peut pas l'organiser, il n'y a pas assez de temps, mais aussi parce que le nouveau projet de constitution concentre beaucoup de pouvoir entre les mains du président. Et vraiment, la crise est assez désespérante et c'est vraiment, il y a des échos par rapport au Nigeria incroyables parce qu'en février, 400 détenus se sont échappés d'une prison près de la capitale et on imagine que certains d'entre eux, peut-être, font partie des kidnappeurs. Bon, OK. Là, on va essayer de dégager quelques petites lueurs d'espoir dans ces 2 endroits-là de la planète. Au Nigeria, Michel. Bon, alors, au Nigeria, l'opposition s'organise parce que, comme j'ai dit, la moitié de la population a moins de 30 ans. Les jeunes se mobilisent. L'exaspération devant le blocage politique est incarnée, entre autres, par le chanteur nigérian Afrobeat qui s'appelle Seun Kuti. Il a 38 ans, il a été sélectionné au Grammy Award. Seun Kuti dénonce la brutalité policière. Il a dénoncé la brutalité pendant les manifestations de l'automne où des dizaines de manifestants ont été tués. Il représente vraiment l'espoir. Il est la voix d'une jeunesse désespérée. Alors, il a donné une entrevue au Guardian en janvier. Il a dit « Depuis 60 ans, rien n'a vraiment été résolu dans ce pays, dans mon pays. » Que ce soit dans les domaines de la santé, l'éducation, l'approvisionnement en électricité, les transports, la sécurité sociale, rien n'a été fait.
C'est ce qu'il dit. Et effectivement, c'est une société bloquée. Chouane Kuti, ce qui est intéressant, c'est que c'est le fils du musicien légendaire afrobeat Fela Kuti, qui a fondé un parti politique socialiste qui s'appelle le Mouvement du peuple en 1979. Et donc, le père de Chouane Kuti a été emprisonné plusieurs fois parce qu'il avait osé dénoncer la corruption. Et la grand-mère de Chouane Kuti, elle, a milité pour le droit des femmes. Donc, le militantisme court dans la famille de la grand-mère au père, au fils. Chouane Kuti a ressuscité le parti politique de son père en espérant pouvoir provoquer des changements. D'accord, Donc, ça intéressant. bouge. Ouais. Et du côté de la COVID, Agnès, Haïti, ça va pas trop mal. Exactement. Alors, le pays a vraiment bien géré cette crise-là. Dès le début de la pandémie, Haïti a fermé ses frontières. Et le taux de contamination est assez bas, le taux de mortalité aussi. Bon, on peut bien sûr se dire que dans un pays où l'espérance de vie n'est que de 63 ans, alors que la COVID tue surtout des vieux, c'est peut-être pas étonnant, mais c'est plus que ça va au-delà de ça. Avec 13 000 cas et 250 morts pour 11 millions d'habitants, Haïti vit presque normalement aujourd'hui. Il y a des concerts en plein air, les restaurants sont ouverts, il y a des gestes barrières à respecter et tout ça. Mais comment expliquer ça? Bon, en partie, les Haïtiens ont l'habitude de combattre des épidémies, notamment ils ont goûté avec l'épidémie de choléra. Donc, se laver les mains, maintenir une distance, on connaît ça. Mais il y a aussi autre chose. Il y a des bonnes politiques publiques et derrière ces politiques, il y a un expert haïtien, Jean-William Pape, qui est fondateur d'un institut de lutte contre les maladies infectieuses, notamment le sida, GESCIO. Et tout récemment, sa compétence a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé qui l'a nommé au sein de son conseil scientifique, ce qui est très prestigieux car ce conseil ne compte que 9 membres, dont 2 prix Nobel. Et bon, ce scientifique de haut vol a contribué évidemment à tracer la politique anti-COVID en Haïti. Alors, 13 000 cas, 250 morts. Exact. Seulement pour 11 millions de population, d'11 millions, donc depuis le début de la COVID, là. C'est quelque chose, ça. Alors, on a le temps de faire chacun livre. Pour une C'est fois. un miracle. Pour une fois. Alors, qu'est-ce que vous nous suggérez, Agnès, comme lecture? Ben, écoutez, je vais continuer dans Haïti, n'est-ce pas? Et s'il y a une chose, d'ailleurs, qui va bien en Haïti, c'est les arts, comme toujours, et la littérature. Il y a beaucoup d'écrivains haïtiens. Alors, je viens de découvrir Jean d'Amérique, qui vient de faire paraître son premier roman. Le titre est assez joli, Soleil à coudre. Et c'est un livre qui est écrit d'une façon magnifique et très poétique, mais ça ouvre une fenêtre sur une situation vraiment désespérante, justement de kidnapping, de criminalité, de prostitution. Mais c'est presque beau, tellement c'est mis en mots d'une façon magnifique. Donc, premier roman de Jean d'Amérique, c'est publié chez Actes Sud et c'est tout récent, Soleil à coudre. Et Michel Ouimet, la suggestion? Moi, c'est l'écrivaine nigériane que j'aime beaucoup. J'ai lu plusieurs de ses livres, Chimamanda Ngozi Adichie. C'est une féministe. D'ailleurs, elle a écrit un recueil là-dessus sur le féminisme. Et son livre, celui-là, il est vraiment à lire. Ça s'appelle « L'autre moitié du soleil ». Et c'est un roman qui raconte l'histoire de 2 sœurs. Et c'est vraiment pendant la guerre du Biafra. Alors, on comprend bien la mécanique là, de haine qui s'est installée, comment non seulement la guerre est arrivée, mais aussi les ravages là, du blocus là, sauvage, comment les gens ont faim, cherchent de la nourriture. Donc, c'est à lire pour comprendre non seulement le Biafra, mais aussi le Nigeria. On va laisser ces 2 titres-là sur notre site web, comme ça vous pourrez avoir la référence. Michel Ouimet, Agnès Gruda, merci beaucoup pour votre présence encore ce matin. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et nous, on se retrouve après les infos avec Martin Fauché, qui, après plusieurs années comme collaborateur, directeur artistique, co-directeur du Festival Transamérique Kids, ce sera donc sa dernière programmation. Ça risque d'être fort captivant comme entretien. À tout de suite. Deuxième heure d'émission, Pénélope McQuaid avec vous pendant encore 90 minutes. Et 60 de ces 90 minutes seront consacrées à la santé, comme tous les mardis. On va accueillir notre trio santé dans une vingtaine de minutes. Alors, il sera il sera question avec Denis Fortier de fibromyalgie. C'est pas la première fois qu'on en parle à l'émission et ce sera sûrement pas la dernière fois non plus parce qu'il y a tant à dire et beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur autour de ça. Donc, on aura la perspective de notre physiothérapeute en résidence. Chantal Vallée, notre médecin, va nous expliquer comment nos ongles nous parlent
Hein, on les regarde, il me semble qu'ils sont bizarres, il me semble. Qu'est-ce que ça dit? Donc, tout sur nos ongles. Et Sonia Lupien va nous parler d'un phénomène qui s'appelle la satiété sémantique, ou quand soudainement un mot avec lequel on est très familier perd de sa signification. Sonia a toujours des espèces de sujets tellement intéressant. Alors voilà, si vous avez des questions concernant ces sujets ou d'autres, n'hésitez pas à leur écrire. Pénélope@radio-canada.ca. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos questions, vos commentaires, vos états d'âme. Aujourd'hui, mon prochain invité va présenter à 17h30 en direct sur Facebook sa dernière programmation en tant que co-directeur général et directeur artistique du Festival Transamérique. Martin Fauché, bonjour. Bonjour Pénélope. À quelques heures, ou à quelques heures de présenter ça, mais à quelques semaines de votre dernier FTA, quelles émotions vous habitent? Bien, je suis fier. Je suis en même temps anxieux de savoir ça va être quoi les conditions de présentation, comment est-ce que la situation sanitaire va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais depuis un an, on a travaillé toute l'équipe du festival à bâtir une édition et de pouvoir présenter 23 spectacles, plus un cycle de lecture et une foulée d'activités qui accompagnent ces spectacles-là. Bien, ça me rend heureux parce que je pense que l'art rend heureux. Et est-ce que vous êtes triste de quitter... En même temps, c'est un saut dans le vide, là. Fait que, tu sais, il y a toujours un peu une tristesse, mais quand c'est son propre choix, puis on a tous les possibles devant nous, ça crée quel état d'esprit chez vous? C'est excitant. J'ai passé 15 années merveilleuses au Festival Transamérique, 8 ans à titre de conseiller artistique et 7 ans à titre de co-directeur général et directeur artistique. Et donc, ma décision, je l'ai prise en décembre 2019, donc 4 mois avant la pandémie. Donc, alors j'avais comme un plan, mon édition 2020 ressemblerait à ça, 2021 ressemblerait... Ouais. J'avais la beauté en tête, c'est ce que je voulais faire. Et finalement, il n'y a rien de ça qui s'applique. Et ça m'a obligé à être au plus près de moi-même, dans l'instant présent, être près des artistes. Alors, c'est hyper ardu. Ça a été un cauchemar par moment. Et en même temps, ça a été comme en dehors de mon ego personnel et sur « Hey, je vais avoir une grosse fête de départ ». C'est qu'est-ce que j'ai à faire comme directeur pour être utile aux artistes, au public et à la société en général. Donc, c'est épuisant, mais curieusement, c'est satisfaisant. Et frustrant. Je suis en colère aussi contre des choses, mais en même temps, je suis près de mes émotions. Alors, on va parler longuement de cette programmation-ci dans quelques minutes, mais justement, restons dans ces émotions, notamment la colère, cette quête du beau. J'avais envie de vous entendre, Martin Fauché, parce que j'ai lu dans Le Droit, en fin de semaine, il y avait des propos de Brigitte Hennequin qui s'apprête donc à quitter la direction du théâtre du Centre national des arts, du théâtre francophone. Elle était en colère sur la place que le gouvernement du Québec a fait à la culture pendant cette pandémie-là. Ce mot-là n'a pas été beaucoup prononcé lors des points de presse. Vous avez été dans le flou longtemps à savoir ce que la ministre de la Culture allait faire. Elle a trouvé aussi le milieu du théâtre bien apathique, alors qu'elle l'a connu déjà plus révolté, plus prêt à monter aux barricades. Quel regard vous portez sur votre propre milieu et ses artisans et la défense de leur milieu, de votre milieu? Bien, c'est un milieu qui a été malmené, je dirais, depuis quand même une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années. Et on a une drôle de relation avec le pouvoir, parce que oui, on reçoit des subventions, mais en même temps, on est aussi dans un rapport de dialogue. On devrait être dans un rapport de dialogue beaucoup plus franc et ouvert avec ceux qui nous gouvernent, et pas que le ministre de la Culture. On devrait avoir un dialogue avec le Trésor, avec les finances, avec l'éducation. Et ça est très mystérieux. Et avec le temps, on a appris, je pense, à composer avec l'absence de dialogue. Ce qui fait qu'on a été longtemps considérés comme étant des enfants gâtés. Ah, vous, avec vos subventions. Et on a été un peu timorés sur que revendiquer sur la place publique. Depuis un an, avec la pandémie, il y a tellement des injustices incroyables qui ont apparu au grand jour dans le système de la santé. Je veux dire, la crise des CHSLD, c'est terrible. Le système d'éducation, on enseigne ou on n'enseigne pas. L'air est sain, pas sain. Alors, comment est-ce que nous, on revendique quelque chose dans une situation où tout le monde dans son domaine est dans le trouble? Alors, je sais pas. Et nous, au festival, on était dans l'action pendant toute l'année.
Brigitte, je pense que c'est plus difficile parce que au Centre national des arts à Ottawa, je pense qu'ils n'ont pas été très présents dans les murs et je pense que Brigitte n'a pas pu rien présenter de sa dernière saison. Moi, j'ai encore l'espoir de pouvoir présenter quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on revendique comme milieu théâtral haut et fort sans avoir l'air d'enfant gâté, je ne sais pas. C'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à revendiquer d'un point de vue environnemental. À côté des féminicides, comment est-ce qu'on se positionne? C'est qui le plus maltraité dans notre société actuellement? C'est pas évident à déterminer, mais il y a eu quand même notre lettre pour les arts vivants en juin dernier qui a fait bouger les choses, parce que ça a été long, oui, avant que Québec bouge sur nos revendications. La ministre de la Culture, quand elle nous a annoncé que tout allait bien parce que les cinéparcs ouvraient, ça a été un petit peu difficile à recevoir. Ça n'a pas été facile. Après ça, ça a forcé un dialogue. C'est pas aussi soutenu que je le souhaiterais. Ouais, c'est ça. C'est embêtant. C'est embêtant. Et aussi, ce sentiment, et je vous cite Martin Fauché, cette impression que, je cite, Nathalie Roy décide de ma vie. Oui. Il y a ça aussi, là, cette année. Là. Moi, ça m'a mis en pleine face. Pas juste cette année, là, mais... Mais particulièrement cette année, c'est qui les ministres qui nous gouvernent? Autant à Ottawa qu'à Québec, Stephen Guilbeault, donc, tout était destiné pour qu'il dirige l'environnement, il dirige la culture via Patrimoine canadien. Madame Roy, que je ne connaissais pas du tout, dirige donc la culture. Et c'est elle qui décide, qui comprend mon milieu et qui décide comment piloter tel dossier. Alors, dans un premier temps, j'étais un peu découragé de ne pas entendre un discours public qui m'aurait rassuré, qui m'aurait inspiré. On a été, dans un premier temps, dans un mode de crash course, de cours en accéléré pour faire comprendre les différents rouages de notre milieu. Alors, c'est là que je dis oui, elle décide de mon sort. Et est-ce qu'elle a de l'empathie ou pas pour les arts du théâtre et de la danse versus la télévision versus la chanson? Comment est-ce qu'elle comprend le milieu et de quelle façon active elle est là pour soutenir dans un moment de crise, mais aussi dans une sortie de crise? Alors, je pense que les choses sont en train de se placer un peu, mais je vous avoue que les premiers mois, on était vraiment laissés dans le vide et c'était très, très insécurisant avec des artistes qui n'avaient plus de travail. C'était vraiment pas facile. Alors, et avec des décisions où vous n'étiez pas certain, Martin Fauché, vous et d'autres du milieu, qu'il y avait une réelle compréhension, vous avez parlé de rouage il y a quelques secondes, une réelle compréhension de toutes les étapes de production, de diffusion, de présentation, de maintien, d'une réelle importance. Si on est pour dire que la culture, c'est important, comment fonctionne sur le terrain la culture? Oui. C'est quoi une salle de répétition? Qu'est-ce qui se passe dans une salle de répétition? Qu'est-ce qui se passe à une semaine avant de commencer un spectacle dans le théâtre où on met tout en place? C'est quoi diffuser? C'est quoi présenter devant des spectateurs? Actuellement, la mesure, il y a une dizaine de jours, comme M. Legault décide de passer la distance entre les spectateurs de 1,5 m à 2 mètres, c'est énorme comme décision. Alors, pourquoi que soudainement, il faut être à 2 mètres dans un endroit fermé où est-ce qu'on est tous masqués avec une distance déjà raisonnable, pas d'éclosion? C'est là que nous, on se pose des questions pour dire qui prend les décisions et basé sur quoi? Est-ce que vous pensez... Parce qu'il y en a qui le pensent. Je reviens à Brigitte Henkins, mais j'aurais pu en prendre d'autres. C'est juste que c'est frais à ma mémoire. Le lien entre les artisans, les créateurs, les gens qui sont sur scène, tous les artisans, est-ce que le lien est brisé ou endommagé sérieusement avec le public, comme pense Brigitte Henkins? Non. Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que les gens veulent voir des choses vivantes, ils veulent voir des choses sur scène. Présentement, il y a peut-être une crainte. Quand l'immunité collective ne sera pas atteinte, ça va se passer comment? Mais du moment que ça va être là, moi, je pense que les gens vont revenir en masse. On a besoin de chaleur humaine, on a besoin de subtilité. La scène est l'art de la subtilité. Un silence, un éclat de rire, enfin, tout ça contribue à une écoute fantastique. Moi, je n'ai pas trop de crainte là-dessus. Je suis plutôt optimiste. On va même en avoir besoin de plus. Besoin de différents spectacles. Il y a eu des brisures, toutes sortes des ruptures, c'est peut-être trop définitif, mais il y a eu des brisures, des fêlures depuis les 15 derniers mois. Mais est-ce qu'il y a eu des naissances pour vous, porteuses d'avenir, dans votre milieu, dans le milieu des arts? Qu'est-ce que vous dégagez? Tous les spectacles qu'on n'a pas pu présenter, ça a laissé place à des endroits d'expérimentation. Les artistes ont pu être sur les scènes, sans public, et travailler plus longtemps leur spectacle. Donc, des outils adéquats
aux talents des gens ont été mis à leur disposition enfin. Et je pense que la réflexion sur l'art théâtral, l'art de la danse, passer plus de temps ensemble, je pense que ça a renforcé des liens et ça a renforcé la ferveur des gens qui aiment vraiment faire de la scène. Ça a alimenté ça, je pense. Ce thème du FTA cette année, j'essaie de le retrouver. Là. Déconstruction, reconstruction. Alors, évidemment, c'est parfait. Oui. Quel spectacle représente, quelle production, quelle création dans le FTA de cette année représente bien, là, si vous me donnez un exemple de... En fait, j'en ai un en tête, là, mais je veux vous l'entendre en parler. Là. Démolition, reconstruction, enfin, on a tellement démoli collectivement parlant depuis 40-50 ans, on est vraiment à l'étape de reconstruire et vite. J'ai vu un spectacle à Bruxelles il y a 6 ou 7 ans, Work Table, table de travail, d'une artiste d'origine néo-zélandaise, Kate McIntosh, mais qui vit à Bruxelles, où est-ce qu'on est appelé à choisir un objet qu'on va démolir. C'est-à-dire le spectateur? Le spectateur? Oui, il n'y a pas d'interprète. On est vraiment avec nous-mêmes. Dans une première pièce, on est appelé à choisir un objet qu'on va complètement démolir. On va prendre le temps qu'il faut. On est complètement équipé, lunettes, gants, tout ça, pour démolir quelque chose. Dans une deuxième pièce, on est appelé à reconstruire un objet que quelqu'un d'autre a démoli, avec de la colle, de la ficelle, gun tacker, tout ça. Et la troisième pièce, une fois que notre objet est reconstruit, ça fait une espèce de sculpture. La troisième pièce, on va déposer l'objet dans une grande salle d'exposition. Et là, on est face à la reconstruction d'un monde complètement fantaisiste. C'est très, très, très délinquant parce que ça fait appel à la violence extrême, démolir le temps qu'on veut. Et après ça, pour dire, mais je reconstruis comment? Donc, c'est là que le mécanisme de l'imagination, de la débrouillardise, de l'insoupçonné entre en ligne de compte. Et la troisième étape, c'est le collectif. Tous ensemble, on a reconstruit quelque chose. C'est une expérience fantastique et je suis tellement content qu'on puisse présenter cette œuvre-là au festival cette année. Je trouve que c'est très métaphorique du monde dans lequel on est. Et voilà, donc, je trouve que l'art rejoint la vie. Et métaphorique de votre expérience au FTA, parce que l'an passé, le 7 avril, quand la Ville de Montréal a dit on annule tout, on ne peut pas se réunir donc en public. Moi, je me rappelle, on avait reçu Marie Brassard, Louise Le Cavalier, pour parler d'un truc qu'ils faisaient ensemble, mais aussi de 2 de leurs spectacles à quelques jours. Puis finalement, il n'y a rien de la saison dernière qui a été présenté. Non. Qu'est-ce que vous avez pu récupérer et ou avoir de nouveau? Parce que généralement, vous faites le tour du monde aussi pendant les années avant pour aller choisir des productions. Là, et ça se peut pas, là. Bien, cette édition aussi est beaucoup plus nationale. Donc, à 90%, c'est des spectacles montréalais ou québécois. Et Marie Brassard est un exemple extraordinaire de résilience. Son projet fantastique, le plus grand projet qu'elle avait entrepris, avec des interprètes japonaises, un éclairagiste qui vient de Finlande, des résidences de création au Japon, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Et sans arrêt, Marie, tout le long de l'année, a adapter son projet sur comment est-ce que je fais pour travailler malgré tout avec les Japonaises. Je les intègre à des images numériques, à un langage cinématographique. Et dans un mois, Marie va être prête pour préparer son spectacle. Alors, pour présenter son spectacle, pardon. Depuis, donc, l'année passée, on aurait invité tous les spectacles qui devaient être présentés l'année passée. Et avec de nouveaux spectacles aussi qui sont en cours. Donc, c'est autant, je dirais, récupérer ce qui semblait irrécupérable, mais aussi être dans la création du moment présent. Et je pense que c'est important de tenir compte du passé, du présent et du futur. Et cette édition-ci témoigne de ça. Alors, Louise Le Cavalier va présenter son premier solo, finalement. Marie Brassard va présenter Violence. Mélanie Demers va présenter La Goddamn Voie lactée. Je peux peut-être commenter sur Mélanie. Oui, c'est ça. Oui. L'année passée, Mélanie Demers devait présenter un spectacle qui s'appelait Post-Coitum. C'est un spectacle apocalyptique où les 10 premières minutes, les danseurs étaient tous agglutinés les uns sur les autres. Le spectacle n'a pas été complété. Et au mois d'août, Mélanie et son équipe ont convenu d'interrompre